Sommes-nous face à la rupture diplomatique la plus grave entre l'Algérie et la France depuis des décennies? Une loi qui criminalise la colonisation, des ambassadeurs rappelés, des accords suspendus et un dialogue quasiment à l'arrêt. La France est-elle en train de perdre définitivement son influence en Algérie ou assiste-t-on à la naissance d'une nouvelle relation sans compromis, sans tabou et sans illusion? Décryptage complet dans cette vidéo. On va se pencher aujourd'hui sur une crise diplomatique d'une violence assez rare. Oui, celle qui a mené Paris et Alger au bord de la rupture totale. Fin 2025. Mais ce qui est fascinant, au-delà même de la chronologie des faits, c'est l'immense paradoxe derrière tout ça. Ah oui, ce grand écart complet. Pendant que les gouvernements rappellent leurs ambassadeurs, s'insultent par communiqué et votent des lois que l'autre qualifie d'hostiles. Exactement. Pendant ce temps-là, les peuples, eux, n'ont jamais été aussi proches. Les avions sont pleins à craquer. C'est ça. Comment expliquer cette schizophrénie? Une diplomatie en ruine et des sociétés qui, elles, s'interpénètrent plus que jamais. Et c'est vraiment le cœur du problème. Et c'est ce qui rend cette crise si particulière. On n'est pas dans une simple brouille. Non. C'est une déconnexion totale entre la superstructure politique et puis les réalités humaines, économiques, culturelles. Pour comprendre comment on en est arrivé là, à cette loi qui criminalise la colonisation. Le point culminant. Oui, le symbole de la rupture. Il faut accepter que cette crise n'est pas née de rien. C'est une accumulation, une séquence qui s'est emballée sur à peine 18 mois. Alors justement, remontons. C'est quoi l'étincelle? Le moment précis où l'on passe d'une relation, compliquée comme toujours, à une vraie spirale de confrontation. L'étincelle, elle est très claire, on peut même la dater. Juillet 2024. Ah oui. C'est une lettre, une simple lettre d'Emmanuel Macron au roi du Maroc, Mohamed VI. Et dedans, il y a une phrase, une seule phrase qui fait l'effet d'une bombe à Alger. Laquelle? Fli. La seule base. Les mots sont importants? Ils sont capitaux. Pour Alger, qui est le soutien historique, indéfectible du Front Polisario, c'est une trahison. Le mot n'est vraiment pas trop fort. Paris, qui se posait en médiateur, vient de choisir publiquement son camp. Une trahison, vraiment? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça plus froidement comme un réalignement stratégique? C'est-à-dire? La France se met simplement au diapason de ses partenaires. L'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis. Ils avaient tous déjà fait ce pas vers Rabat. N'était-ce pas plutôt Alger qui se retrouvait isolé? Paris n'a fait qu'acter une nouvelle réalité géopolitique, non? C'est une lecture possible, bien sûr. C'est sans doute la lecture qu'on défend au Quai d'Orsay. Un acte de réalisme. Mais en diplomatie, la forme est aussi importante que le fond. Toujours. Et ce geste, à Alger, n'a pas été perçu comme un réalignement, mais comme un affront, une humiliation publique. Et la réaction, elle, est immédiate, sans surprise. Rappel de l'ambassadeur. Et là, la boîte de Pandore est ouverte. Exactement. À partir de là, la méfiance est telle que chaque événement, même le plus anodin, va être surinterprété, instrumentalisé et jeter de l'huile sur le feu. Et des occasions, il va y en avoir. On entre dans une escalade par les symboles, c'est ça? Où chaque camp cherche la petite bête. C'est tout à fait ça. Le premier grand choc après l'affaire du Sahara, c'est l'affaire Boualem Sansal. On est en novembre 2024. L'écrivain, très critique du pouvoir algérien. Voilà. Il est arrêté. Ce qui aurait pu être une affaire interne devient instantanément une crise bilatérale. En France, l'extrême droite, mais pas que, s'empare du cas pour lancer une campagne très agressive contre le régime des généraux. Mais là encore, on peut se demander qui instrumentalise qui. Est-ce que cette affaire, au fond, n'arrange pas un peu tout le monde? Comment ça? En France, ça donne un angle d'attaque parfait pour ceux qui veulent en découdre. Et à Alger, cette ingérence française, ça permet de resserrer les rangs, de souder l'opinion contre l'ennemi extérieur. C'est un jeu de miroir, non? C'est un jeu de miroir, oui, mais qui devient de plus en plus dangereux parce qu'il nourrit les franges les plus radicales des deux côtés. Et l'année 2025 commence exactement sur la même lancée. Avec d'autres affaires. Oui, l'interpellation en France de plusieurs influenceurs algériens. Judiciairement, l'affaire se tient, peut-être, mais diplomatiquement, c'est une nouvelle explosion. Alger crie à la stigmatisation. En France, des politiques dénoncent la soumission au chantage algérien. Et tout ça avec, en toile de fond, l'éternel débat sur l'accord migratoire de 1968. L'arme absolue de la droite et de l'extrême droite. Chaque camp est prisonnier de sa propre rhétorique. On a donc cette succession de crises qui s'emboîtent. Est-ce qu'à un moment, quelqu'un a essayé, d'arrêter la machine? Il y a eu une tentative, une sorte de diplomatie de la dernière chance. En mars 2025, la situation est tellement mauvaise qu'Emmanuel Macron décroche son téléphone. Il appelle Tebboune? Il appelle son homologue. Le contact est renoué.
Dans la foulée, on envoie le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à Alger. Les communiqués parlent de tourner la page, de relancer la coopération. Pendant 48 heures, on a l'impression d'un répit. Sauf que le répit est de très courte durée. La suite est presque théâtrale dans sa brutalité. Oui, À peine quelques jours après cette visite d'apaisement, Alger expulse 12 agents des services de renseignement français. le message est glacial. C'est plus qu'un message, c'est un coup d'une violence inouïe. Surtout quand on sait l'importance de la coopération sécuritaire entre les deux pays, notamment au Sahel. C'est une rupture stratégique. Le prétexte officiel, c'est l'incarcération à Paris d'un diplomate algérien. Mais le fond est ailleurs. Le fond est ailleurs. Alger signifie à Paris que la confiance est morte, le temps des arrangements en coulisses, c'est terminé. C'est la fin d'une époque. Et à partir de là, on bascule dans le coup pour coup. Et la réponse française, donc, ne se fait pas attendre. Non, en août 2025, Paris suspend l'exemption de visa pour tous les passeports diplomatiques et de services algériens. Ça touche le cœur de l'appareil d'État algérien. Une humiliation de plus, vue d'Alger. Un nouveau coup de poignard, selon leurs termes. Et là, la voie est toute tracée pour l'acte final. Le geste politique qui doit sceller la rupture. On arrive à cette loi. 24 décembre 2025. Une loi qui criminalise la colonisation française. Juridiquement, hors d'Algérie, ça ne vaut rien. Mais politiquement, Politiquement, c'est une déflagration. Symbolique, majeure. Le Quai d'Orsay a réagi tout de suite en qualifiant le texte d'hostile. et Alger, qui le voit comme un acte fondateur. Exactement. Une façon de clore le chapitre des vestiges du colonialisme et de répondre au révisionnisme qu'ils perçoivent en France. Mais au-delà de la guerre des mots, c'est quoi l'objectif stratégique derrière ? Est-ce que c'est une loi juste pour le passé, une victoire morale pour la consommation interne, ou, plus cyniquement, une arme pour l'avenir ? C'est-à-dire ? Une façon de faire sauter la table pour forcer Paris à revenir négocier sur des bases complètement nouvelles, où la repentance serait un préalable à tout. Je pense que c'est les deux à la fois. C'est une loi mémorielle avec des ambitions diplomatiques très concrètes. Le message, c'est le partenariat d'exception, c'est fini. Si vous voulez une nouvelle relation, ce sera sur la base de la reconnaissance du crime colonial. C'est une prise d'otage de la relation future. En quelque sorte. Pour Paris, c'est une ligne rouge. Pour Alger, c'est devenu une condition non négociable. On est dans l'impasse totale. Et c'est là qu'on revient à notre paradoxe du début. Pendant que les États construisent ce mur, Et les sociétés, elles, semblent vivre dans un autre monde. c'est ça. Les chiffres sont vertigineux. Prenons le trafic aérien. Sur la période la plus tendue, de janvier à novembre 2025, on a presque 5,4 millions de passagers entre la France et l'Algérie. 5 400 000, C'est une augmentation de plus de 32% par rapport à 2019, qui était déjà une année record. C'est colossal. Les consulats sont débordés, les avions sont pleins, les bateaux aussi. c'est presque absurde. Les diplomates ne se parlent plus, mais les familles, les entrepreneurs, les artistes, eux, n'ont jamais autant circulé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que les liens humains sont plus forts que n'importe quelle crise ? Ou au contraire, Ou au contraire, que cette hyperconnexion rend la rupture politique encore plus douloureuse, plus insensée pour des millions de gens ? c'est toute la question. Cette relation, elle se joue sur plusieurs plans qui ne communiquent plus entre eux. Le plan étatique est en état de mort clinique, mais en dessous, le corps social, lui, est plus vivant que jamais. On l'a bien vu pendant la CAN 2025 au Maroc. Ah, l'épisode Zinedine Zidane, un cas d'école. Un cas d'école, oui, de l'instrumentalisation et des non-dits. Le contexte est explosif. La CAN se joue au Maroc, en pleine crise Alger-Rabat et en pleine crise Alger-Paris. Et voilà que Zidane L'icône mondiale, français d'origine algérienne, se rend au Maroc pour soutenir l'équipe d'Algérie. C'est un symbole incroyablement puissant, un pont entre toutes ces identités. mais un symbole trop complexe à gérer peut-être. Exactement. C'est un symbole tellement polysémique qu'il devient ingérable pour les appareils de propagande. La réaction des médias marocains était fascinante. Silence quasi total sur sa présence. C'est vrai. On a parlé en long et en large de la venue de Kylian Mbappé venu soutenir le Maroc. L'image était simple, claire, positive. Mais Zidane. Que faire de Zidane ? Le Français qui soutient l'Algérie sur le sol marocain. C'était trop compliqué. On a fait comme s'il n'était pas là. On a donc une diplomatie officielle dans l'impasse et une diplomatie des peuples, du quotidien, d'une vitalité folle. Comment on sort de ça ? Le grand défi, et c'est ce que certains diplomates disent en privé, ce sera de réussir à dissocier le contentieux mémoriel des impératifs stratégiques. La sécurité, la migration, l'économie,
Voilà. Tout ça exige un minimum de dialogue. Mais la pression des opinions publiques, chauffée à blanc, est telle que le moindre compromis est vu comme une trahison. Chaque camp est devenu prisonnier de sa propre intransigeance. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse pour la suite. Et si cette crise, au fond, ce n'était pas la fin d'une relation, mais la fin d'une certaine relation? La fin du modèle postcolonial. Oui, ce modèle hérité des accords d'Évian, fait de non-dits, de dépendance, de compromis ambigus. Est-ce qu'on n'assiste pas à la naissance, certes douloureuse, d'un nouveau rapport de force, plus dur, plus équilibré peut-être? Ou alors, vision plus pessimiste, est-ce qu'on est simplement entré dans une impasse où le poids du passé empêchera à jamais de construire un avenir commun?